Bonjour à tous chers internautes, bienvenue sur, comme d'habitude, notre plateau télé sur le Salon de l'Immobilier, deuxième journée, 17e édition. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir un vice-président extrêmement particulier qui s'appelle Monsieur Noge, vice-président de la LCA FFB. Et si je suis seule avec lui, car vous avez remarqué qu'à chaque fois les plateaux sont toujours avec plusieurs personnes, c'est parce que nous faisons un focus spécial, notamment sur une forme d'alerte, on peut dire, une espèce pas de coup de gueule parce qu'on ne va pas en être là, mais par contre, effectivement, l'idée est d'alerter peut-être un peu plus, car c'est aussi ça le métier. Le salon de l'immobilier nous permet d'avoir la parole, et cette parole, je vais la donner donc à Monsieur Noge, qui va nous expliquer un peu plus à vous, téléspectateurs, ce qui se passe actuellement sur le monde de l'immobilier, précisément sur la maison individuelle. Bien volontiers. Alors expliquez-moi donc le marché aujourd'hui, 2017. Alors le marché de la maison individuelle, début d'année, donc ce premier semestre, on peut dire que dans le premier trimestre, ça a été favorable, puisque nous avons une progression qui a été d'environ 12,9% sur l'ensemble du territoire national. Le deuxième trimestre a été quand même plus pénible, puisque nous avons une baisse à l'échelon national de 1,9%. Par contre, en Occitanie, on a une chute de 7%. Et le mois de juillet nous a montré que la chute continuait à se faire et que le marché continue à se dégrader. Donc si on prend une année glissante, on peut dire que du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, on a une progression de 12,9%. C'est-à-dire qu'on a réalisé à peu près 142 000 unités. C'est formidable. Oui, non, mais il faut quand même relativiser parce que il faut faire un petit recul en arrière, un peu d'histoire. Si vous voulez, en 2005, l'ensemble de la profession à l'échelon national construisait 195 000 maisons, grosso modo, entre 195 et 200 000. En 2008, tout le monde sait qu'il y a eu la crise des subprimes, qui a eu une catastrophe, ça a été une catastrophe pour notre marché, puisque nous sommes redescendus à 120 000 maisons en 2008. Depuis 2008, il y a une relance qui a été faite par les différents ministres successifs, heureusement, notamment grâce au PTZ qui a été doublé et au pré-passe foncier, qui a permis de remonter le marché, le refaire grimper, et on est remonté à 145 000 maisons. On est quand même loin des 195 000 maisons de départ. Et puis, catastrophe, en 2011, on a un ministre qui est apparu, il s'appelle Benoît Paru. Il a vite disparu, mais avant de disparaître, il nous a laissé une loi scélérate, puisqu'il a reconditionné le prêt à zéro et il a fait en sorte que nous dégringolons de plus en plus, moins de maisons, puisqu'on a fini à 95 000 maisons en 2014. Heureusement, et je ne fais pas de politique, heureusement qu'en 2014, le gouvernement de M. Valls a reconditionné le prêt à zéro, a repris le zonage, donc c'est très important dans notre région, notamment pour le Gard, et ce reconditionnement a permis de relancer les maisons, puisque l'année dernière, on a fini à 135 000 maisons. Donc il faut relativiser. On constate quoi? Eh bien, on constate que les 3 dernières années, grâce à un plan de relance, le métier, la profession a été capable de réagir très vite, très vite, beaucoup plus que la promotion, puisqu'on a une mise en place beaucoup plus rapide, et c'est arithmétique. Quand on prend un chiffre, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou d'une grande école. Par contre, au niveau de la promotion immobilière au sein de la LCA-FFB et de la construction de maisons individuelles groupées, eh bien, le décrochage du deuxième trimestre est plus important que les maisons individuelles. Donc, c'était bien parti, on commençait à embaucher, on avait des envies de grandir, de trouver des entreprises, et aujourd'hui, on se pose des questions. Alors du coup, vous posez des questions, vous, mais vous représentez qui quand vous dites vous? Puisque FFB, LCA, d'abord c'est une fusion depuis seulement le 1er janvier 2016. Effectivement. Donc du coup, vous avez du monde derrière vous. C'est-à-dire que si vous parlez au nom de tous ces gens. Donc qui sont-ils? Bien entendu. Alors LCA-FFB, c'est un regroupement d'un syndicat. Au sein de la FFB, au départ, nous étions depuis plus d'un quart de siècle dans un syndicat qui s'appelait récemment l'Union des maisons françaises. On a vite compris que si on ne se regroupait pas pour défendre la profession, défendre le bâtiment, qui est un des plus gros employeurs quand même au niveau national, il fallait qu'on ait un contrepoids. Donc tout seul, ce n'était pas suffisant. La FFB travaillait de son côté, nous d'une autre. Un jour, on s'est réunis, puis on s'est dit que ça serait peut-être plus intelligent de travailler ensemble. D'autant qu'il n'y a pas que des constructeurs individuels, il y a des aménageurs, il y a aussi des promoteurs. Il s'avère que la profession ayant forcément évolué, eh bien, certains constructeurs font des maisons individuelles, certains font aussi du foncier. Donc, finalement, les 3 professions sont regroupées chez le même constructeur. Eh bien, on a fait maintenant un syndicat qui regroupe ces 3 professions. Et c'est la formation professionnelle la plus importante qui défend le métier aujourd'hui au sein de la FFB, qui est une très bonne maison, comme tout le monde le sait. Alors du coup, en tant que syndicat, vous avez votre mot à dire, notamment sur le fameux stratégie de logement, enfin le fameux plan, puisque du coup, vous avez été mis autour de la table pour ce fameux plan stratégique du logement. Vous appelez ça une stratégie, vous? En tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Bah oui, mais moi j'ai lu quand même
le bouquin que nous a remis le ministère du Logement, qui n'est pas un ministère du Logement, en demeurant, parce qu'on a constaté qu'on n'a même pas droit à un ministère du Logement. Donc, on a supposé que le gouvernement actuel trouvait que le bâtiment n'était pas assez important, le logement non plus. Non, nous avons lu, bien entendu, cette stratégie. Ce n'est pas de la stratégie de construction, je dirais que c'est plutôt la stratégie de déconstruction, voire de démolition. C'est la mort annoncée d'ores et déjà du Prato Zéro et du Pinel en zone détendue. Alors ça nous met un peu en colère. Ça, il faut que vous nous expliquiez, parce que nous, on comprend tous qu'en fait, le PTZ est reconduit, qu'à l'Opinel est reconduit. Donc tout le monde se dit youpi, on est reparti pour 4 ans. Ah, non, mais vous nous dites non. Non, là, il s'agit d'une vision malthusienne qu'on a déjà connue avec Benoît Apparu. Non, c'est pas du tout ça. C'est alimenté par des discours, des raccourcis qui disent qu'on construit trop aujourd'hui en France là où il n'y en a pas de besoin, et on ne construit pas assez là où il y en a besoin. C'est-à-dire que la zone A, la zone A1, c'est Montpellier, c'est Paris, c'est des choses comme ceci. En province, on prétend qu'on construit trop. 60% de la population française habite quand même en province, en zone C. Mais soi-disant, on construit trop. Moi, si je prends dans ce même bouquin que nous a remis le ministère de la Cohésion du Territoire, il y a une carte qui est tout à fait lisible qui montre que tout ce qui est en blanc, il n'y aura plus de Pinel, il n'y aura plus du tout de Prato Zéro. Ça fait qu'il y a une grande surface. Et puis le bleu ciel, c'est le B2, il n'y aura plus non plus de Prato Zéro. Alors on a réussi, tant bien que mal, à sauver, entre guillemets, la zone B2 pour 2018, avec de grandes discussions avec le ministère. Donc aujourd'hui, on sait qu'à partir du 1er janvier, il n'y a plus de PTZ en zone C. On a sauvé normalement, parce qu'on s'attend toujours à ce que ça change, le PTZ en zone B2. Et donc, si on écoute ce que dit le ministère aujourd'hui, il faudra construire qu'en zone A et en zone B1, qui est l'approche des grandes agglomérations. Mais moi, je regrette. Quand on regarde ce plan-là, on sait qu'on va sacrifier 80 000 logements. Et ces 80 000 logements-là, on ne trouvera jamais la place de les faire dans les grandes agglomérations, parce que de toute façon, il n'y a pas de place. À moins qu'on veuille, comme le voulait à une époque Mme Duflot, la pire ministre du Logement qu'on a eue, c'était quand même un vrai ministre du Logement qui voulait construire qu'en vertical. Alors si on veut tuer les maisons individuelles, comme elle le disait, on n'a qu'à s'y prendre comme ceci. Néanmoins, construire en zone A, le Prato Zéro va être maintenu, mais les terrains sont quand même à des prix exorbitants. Et tout le monde n'a pas forcément envie d'habiter dans un appartement, dans un immeuble. Le parcours résidentiel du Français moyen, c'est quoi? Ça a été mon parcours, c'est peut-être le vôtre demain. J'ai commencé dans un logement social comme tout le monde parce que je démarrais, je n'avais pas beaucoup de sous. Je me marie, je fais des enfants, j'ai besoin d'une maison individuelle parce que pour élever des enfants c'est mieux. Et puis quand je serai beaucoup plus vieux, je vendrai la maison et je viendrai acheter une maison à mon ami promoteur en centre-ville, surtout pas loin du médecin et pas loin de l'hôpital. C'est ça le parcours du Français. Et quand on interroge chaque année les Français, 87% de la population rêve d'une maison individuelle. Pas toute sa vie, mais une bonne partie de sa vie. Aujourd'hui, on enlève ce rêve aux gens. J'entendais mon confrère tout à l'heure parler de la construction de rêves. C'est vrai qu'on construit des rêves et c'est des rêves deviennent une réalité. Aujourd'hui, ce rêve, eh bien, il risque de ne pas se réaliser, ça risque d'être un cauchemar pour beaucoup de gens. C'est un coup de gueule quand même. Je regrette, pour moi c'est un coup de gueule au nom de la profession parce qu'on est déçu, on ne comprend pas. Là on a été abasourdi quand on a lu ça, puis quand on prend conscience des conséquences, on a vécu quand même des chiffres dramatiques après les annonces de notre Benoît Apparu. Aujourd'hui ce qu'on entend c'est pire. C'est pire. On a perdu 50% des entreprises de bâtiment depuis la crise 2008. Aujourd'hui, ça avait l'air de repartir, les chiffres le prouvent, c'est arithmétique, encore une fois, on va redégringoler. Alors, la difficulté qu'on a rencontrée en début d'année, il faut quand même le savoir, c'est que comme le marché est reparti, on a eu plus de maisons à construire, on avait perdu la moitié de nos entreprises. Cette moitié d'entreprises-là, elle manque en début d'année pour faire nos chantiers, donc on a beaucoup de mal à ouvrir nos chantiers. Conséquence de ça, si demain, je pense que ce sera le prochain gouvernement, parce que je ne vois pas celui-ci changer le gouvernement d'avis. Le prochain gouvernement qui va remettre en place un plan de relance pour aider à la construction, on n'aura plus assez d'entreprises de bâtiments, ni de maçons, ni de couverts pour faire nos chantiers. Qu'est-ce qui va se passer? On sera obligé de mettre des délais très longs, parce qu'on sera obligé de faire ces projets-là, et les gens vont subir les conséquences d'un terrain intercalaire beaucoup trop long, parce qu'il n'y aura plus assez de main-d'œuvre, on aura tué la main-d'œuvre du bâtiment. Le bâtiment est quand même le premier employeur en France. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'en fait, cette stratégie de logement, finalement, est en train de miner finalement carrément tout un pan de l'économie en fait, puisque là vous parlez carrément de fermeture d'entreprises, oui, d'artisans, oui, et donc du coup d'emplois qui sont menacés en fait. Mais je le dis parce qu'on vient de le vivre. On vient de vivre ces dernières années. Quand on fait 50% des chiffres en moins, on est quand même passé de 195 000 à 95 000 maisons. C'est 50% de la production qui est tombée. Beaucoup d'entreprises de construction, que ce soit les constructeurs, promoteurs, entreprises, artisans, ont déposé le bilan, non pas parce qu'ils étaient mauvais, parce qu'il n'y a plus de marché. Donc aujourd'hui, on a une pénurie d'entreprises,
Bon, avec ce qu'on nous annonce, ça ne va pas gêner, mais ce n'était pas le but. Le but, c'était de retrouver les entreprises, de recréer de l'emploi. Beaucoup d'entreprises en début d'année ont embauché, ont créé de l'emploi parce qu'on s'est dit, ça y est, ça va repartir, on va refaire nos équipes d'avant. Et aujourd'hui, on nous annonce qu'on les a peut-être embauchés pour rien, on va peut-être falloir les licencier parce qu'on n'a pas de travail demain. C'est une catastrophe. 100 000 emplois ont été perdus très rapidement. Et ça va même plus loin que ça, puisqu'on a 60% de la population qui habite en zone B2, en zone C. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vais vous prendre un exemple bien précis. J'ai pris l'exemple d'un client qui, dans notre entreprise, a signé un contrat de construction il y a 6 mois. Un couple de trentaine d'années, 2 smicards, 2 enfants mineurs. Ils font un projet de construction en zone B2. Ils ont un financement 30% des salaires, 813 € de mémoire de mensualité. Ils ont un projet de 200 000 € grâce au prêt au zéro. J'ai appelé hier leur financier, parce que je savais que vous allez m'interroger aujourd'hui. Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me dire si ces gens-là avaient eu la malchance de construire un peu plus tard, sous cette nouvelle directive, qu'est-ce qu'ils auraient? Il m'a dit, pour la même mensualité, parce que le salaire n'aura pas augmenté, ils auront exactement 170 000 €. Donc 30 000 € de moins, comment voulez-vous que ces gens arrivent à construire? Donc ils ne pourront plus construire. Ils ne pourront pas non plus aller construire en zone B1, puisque les terrains sont tellement chers, même s'ils ont le but de prêter à zéro, ils ne pourront pas. Donc on les condamne à rester locataires quasiment toute leur vie, sauf si un gouvernement intelligent change cette vue d'esprit. Mais alors du coup, c'est quoi le conseil là? Parce qu'on va quand même se loger, on veut quand même tous devenir propriétaires. Mais non, on veut tous, mais on ne peut pas. On n'a pas pu pendant des années. Là, on avait espoir que plus de gens pouvaient y arriver. Aujourd'hui, on enlève cet espoir aux gens. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous savez, moi, j'ai souvenir d'une réflexion que m'a fait un jeune couple il y a 2 ans. J'ai eu la chance de le rencontrer et je leur ai dit, mais qu'est-ce qui vous fait décider de construire à 30 ans aujourd'hui votre maison? Et ce jeune m'avait fait la réflexion suivante, très intelligente, et qui m'avait bouleversé. Il m'avait dit, vous savez, monsieur, je pense qu'à l'âge de la retraite, ça sera un luxe de pouvoir se payer un loyer. C'est énorme comme réflexion, et cette réflexion était intelligente, mais aujourd'hui, si je rencontre, et j'espère le rencontrer, je vais lui expliquer ce qui se passe, il va me dire, j'ai eu de la chance de pouvoir préparer ma retraite. Aujourd'hui, les Français, ils ont peur, je ne parlerai pas des manifestations qui sont aujourd'hui, c'est pour d'autres raisons, mais le Français a peur de son avenir, il a peur de sa retraite. Et une maison individuelle ou son logement, c'est la préparation de sa retraite. Aujourd'hui, on va enlever cet espoir à plein de gens de préparer leur retraite, de préparer leur capital qui va les mettre à l'abri finalement de difficultés plus tard. Alors, si j'avais un conseil à donner à ce gouvernement, et on y travaille, parce qu'on n'a quand même pas baissé les bras, on ne va quand même pas défiler avec nos tractopelles sur les Champs-Élysées, hein. Non, ça ne se fait pas. Bon, mais on va essayer de leur faire comprendre qu'ils font une grosse bêtise, d'autant grosse bêtise que moi, je suis chef d'entreprise, je sais calculer. On va perdre 100 000 logements. 100 000 logements, une moyenne de 120 000 €. Donc ça veut dire qu'il y a 20 000 € de TVA dont va se priver l'État. Ça fait 2 milliards d'euros que l'État va perdre parce qu'on ne va pas faire ces maisons-là. Et en face, on nous dit, le prêt aux euros, non, il coûte trop cher. Mais moi, j'ai toujours appris qu'un prêt, ça se rembourse. Les gens qui font des prêts aux euros, ils les remboursent, c'est pas de la perte. 2 milliards d'euros de TVA, c'est de la perte, sèche. Je ne sais pas comment on calcule. Alors, je ne suis pas un arc, moi, je ne peux pas calculer comme eux. Ça, c'est pas possible. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire aux gens, on sait ce qu'on a aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Zone C, fin de l'année, on peut construire. Il y a des zones C, effectivement, dans l'Hérault. Vite, dépêchez-vous, parce qu'après, vous ne pourrez plus. Peut-être plus jamais de votre vie s'il n'y a pas quelqu'un qui change d'avis. Zone B2, vous avez encore demain, l'année prochaine, sauf changement de dernière minute. Donc aujourd'hui, je dirais, c'est la course contre la montre. Il faut vite préparer son projet si on veut être serein au niveau de la retraite. Mais c'est dramatique pour cette profession. Et j'englobe dans la profession pas que les constructeurs, pas que les promoteurs, j'englobe aussi nos artisans qui sont nos partenaires et on a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous. Et demain, je crains qu'on soit obligé de voir beaucoup de dépôts de bilan au niveau du travail de commerce à cause de ces nouvelles mesures, de ce que vous appelez une stratégie, que j'appelle moi une stratégie de démolition tout simplement. Moi j'avais une dernière question. Est-ce qu'en ce moment il y a une pétition? Est-ce que vous mettez en place des actions pour essayer de faire remonter toutes ces informations-là? Bien, au niveau de chacune de nos régions, nous sommes en charge de porter ce message de colère maîtrisé quand même. Et au niveau de Paris, eh bien, notre secrétaire général et notre président national ne cessent d'harceler le ministère de la cohésion du territoire pour faire changer les choses, leur faire comprendre par des simples additions que c'est absurde. Alors c'est des raisonnements à court terme qu'on a en face de nous aujourd'hui, c'est raisonner à court terme, faire des économies. Mais faire des économies en mettant des gens au chômage,
en faisant déposer des bilans des entreprises qui ne pourront pas payer leurs dettes et en empêchant des gens de construire et en empêchant les droits d'entrée, c'est un calcul qu'on ne comprend pas bien. Alors il faut peut-être nous donner les règles du jeu pour qu'on comprenne que maintenant, le calcul se fait plus de la même manière, l'arithmétique n'est plus la même. Enfin, franchement, c'est aberrant. C'est aberrant. Donc, on espère que nos gouvernants seront plus raisonnables et entendront la raison et comprendront que les Français, un Français en colère, ils sont déjà en colère aujourd'hui. Si en plus on leur empêche de préparer leur avenir, c'est peut-être pas bien. Peut-être pas bien. Donc on travaille dessus. Très bien. On espère perdre notre colère un jour. Et j'espère aussi, puis j'espère qu'on va trouver des solutions en tout cas face à ces difficultés en tout cas qui sont rencontrées, qui ont loin d'être sur du court terme mais plutôt sur du long terme. Puisque quand on ferme une entreprise, voilà exactement, pour 5 ans, et puis quand on ferme une entreprise, avant de la remettre en marche, ça prend du temps, ou ça ne prend jamais. Donc c'est pour ça que voilà, on parle quand même sur du long terme. Écoutez mes chers internautes, j'ai envie de vous dire que ça sera le mot de la fin. Alors ce coup-ci, il ne fait pas rêver, puisque du coup la dernière fois, on était sur une émission qui était un petit peu plus rêveuse, mais je pense qu'il était important qu'on puisse aussi parler de ce genre de choses, car le salon de l'immobilier est fait pour ça aussi. Vous êtes là bien sûr à chaque fois pour venir chercher des réponses à des questions que vous avez sur votre construction ou sur l'achat éventuel d'un terrain ou d'une maison. Et bien là, on avait envie aussi, donc du coup, avec Monsieur Noche, de pouvoir vous expliquer ce qui se passait actuellement sur notre pays et sur la région actuelle et le futur. Merci de nous avoir permis de nous exprimer et de donner notre point de vue sur la situation actuelle. Merci encore. Avec grand plaisir, vous revenez quand vous voulez. Demain. Et j'espère avec de meilleurs résultats. Dans 5 ans alors? Dans 5 ans. Voilà, ok. Bon, très bien. Merci à vous et n'oubliez pas, vous pouvez nous regarder en replay sur le Salon de l'Immobilier, la chaîne YouTube, ainsi que nos partenaires sur Forum TV et tous les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine émission. À bientôt. À bientôt.